Moi, vous savez, quand je vais en Chine, je réfléchis beaucoup au XIXe siècle, à la France de Zola, à la France de Philippe Héria, la famille Boussardel. Et au fond, la Chine d'aujourd'hui n'est jamais qu'un pays où on joue Germinal à bureau fermé, quoi. C'est ça. Alors, c'est vrai que c'est aussi scandaleux qu'était la situation sociale au temps de Germinal, mais d'un autre côté, ne peut-on pas espérer que se produise en Chine une évolution comparable par la suite à l'évolution qui, l'un dans l'autre, et au travers de nombreuses vicissitudes, à une évolution qui s'est produite en France. Parce que qu'est-ce qui s'est passé depuis Germinal ? Quand même, depuis Germinal, il y a eu l'autorisation des syndicats, depuis Germinal, il y a eu les lois sociales, depuis Germinal, il y a eu une démocratisation, pas seulement politique, mais sociale de notre pays. Il a beaucoup de défauts, je l'ai dit tout à l'heure, mon pays, mais je trouve en même temps, je trouve qu'en même temps, ce qu'a fait la France, qui est inachevé bien sûr, peut donner espoir pour la Chine. La Chine est simplement dans un démarrage, disons, qui évoque plutôt notre 19e siècle. Mais les pauvres sont quand même très très pauvres, parce que vous dites que la moitié de la population vit avec 8 $ par jour, c'est quand même très très peu. Les pauvres sont effroyablement pauvres. Et les riches pauvres. sont effroyablement riches, mais très riches. Oui, mais ce qui est émouvant, c'est que les gens qui s'enrichissent, eux, sont émouvants, c'est extraordinaire. Alors je me suis trouvé récemment, je vais vous raconter, quand j'allais, ce qui est merveilleux en Chine, c'est si vous parlez chinois, vous pouvez faire à peu près ce que vous voulez, parce qu'ils sont d'une curiosité à l'égard des étrangers qui fondent véritablement leur capacité d'accueil, et vous êtes partout chez vous, et c'est extraordinaire. Et je faisais du bateau-stop. Voilà, c'est-à-dire j'étais au bord d'un canal, je fais du bateau, je tombe sur un bateau où on me dit « Honorable étranger, nous sommes des... comment appelle-t-on ça ? Ils cultivaient des alevins, pisciculture, des pisciculteurs. » J'ai écouté, alors ne va pas le répéter, honorable l'étranger ne va pas le répéter, on se fait un fric d'enfer. Il me dit en français, hein, on se fait un fric d'enfer. Alors je lui dis comment ? Ben oui, c'est qu'ils n'avaient pas pensé à faire des alevins, etc. Maintenant, il y en a besoin. Alors on a monté les prix, hein, tu vois. On s'est organisé avec l'autre lac, là-bas, etc., etc. Alors je leur dis, alors qu'est-ce que vous prévoyez de faire ? Oh, on s'achète des maisons. On se prévoit, des pisciculteurs, des paysans, on prévoit d'aller quand même voir un peu à l'étranger. D'abord à Hong Kong, ensuite on ira en Thaïlande. On a passé une journée entière à parler de la vie, de la mort, de ce qui compte, etc. Et en dernière analyse, on s'est séparés sur un seul désaccord. Eux estimaient que quand on a beaucoup d'argent, avant toute chose, on s'achète une femme en plus. Et moi, j'ai eu du mal à leur faire comprendre que moi, j'étais très satisfait de la mienne. Là, ils avaient l'air de « tu nous racontes des histoires à l'étranger, etc. » Il y a une image assez drôle que vous prenez. Vous dites que finalement, la Chine, c'est l'image de ce gros adolescent dont l'arrivée dans le petit bain d'une piscine fait le scandale des usagers. C'est une très belle image. Voilà, c'est ça. De loin, on trouve qu'ils sont forts. Moi, je trouve qu'ils peuvent devenir forts, ça c'est clair. Mais que pour l'instant, ils sont gros et jeunes et qu'ils sont assez adolescents. C'est magnifique, c'est très beau. Mais en même temps, ça n'est pas encore, disons, l'état adulte, l'état d'un grand pays qui, et peuvent l'être, participe au gouvernement du monde. Alors, autre coût, finalement, cette croissance aujourd'hui, c'est la pollution dans ce pays qui est quand même considérable. Vous dites que 16 des 20 villes les plus polluées du monde sont chinoises. Oui, ça me rappelle... Ils ont pris la mesure du défi ? Oui, ils commencent, ça y est, maintenant c'est fait, c'est sérieux, et je dirais qu'ils mettent le paquet là-dessus, véritablement, et que c'est même très émouvant. J'ai eu la possibilité, grâce à une carrière qui était très riche, j'ai beaucoup voyagé, et j'ai commencé ma carrière au Japon, donc ça m'a donné la possibilité de faire des comparaisons. J'avais 25 ans, en 1970, et je me rappelle que quand nous allions à la fenêtre à Tokyo, on ressentait la même impression que j'avais à Pékin dans le printemps. C'est-à-dire on sent un petit peu, voilà, quoi, les odeurs, le pétrole, etc. Et on se dit, tiens, c'était l'usine. Et puis, il y a aussi ces moments où le sable s'abat sur la ville. Et au petit matin, vous trouvez comme ça un demi-centimètre ou un tiers de centimètre de sable sur les voitures. Et vous avez les dents qui crissent, quoi, parce que vous avez la bouche remplie de sable
plus grave. Mes amis chinois me disaient qu'il y avait eu de centaines de milliers de morts chez les nourrissons dans la banlieue de Pékin à cause de lait, disons, de mauvaise qualité. Il y a les problèmes des pays qui démarrent, disons, et qui n'ont pas le temps. Ils vont trop vite, ils vont vite, ils n'ont pas d'autre possibilité que d'aller vite. Et aller vite, eh bien, c'est inévitablement coûteux. Ça ne veut pas dire que tous ces problèmes arrivent parce que c'est la Chine. Ça veut dire qu'ils arrivent parce que c'est le démarrage. Nous les avons connus dans le passé, ils les connaissent maintenant. Simplement, ils sont tellement grands qu'évidemment, ça pose des problèmes. Alors, vous remettez en cause évidemment des idées que nous avons sur la Chine. Alors, il y a cette phrase de Guy Sormand, qui est un jugement très sévère, effectivement, qui dit « Il n'existe pas une marque, une innovation, un procédé significatif de qualité mondiale qui soit chinois. » Et on se dit effectivement, ben oui. Si on est oui, ça, aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, c'est vrai. Mais avant de dire comment je trouve que c'est vrai, je voudrais vous raconter un peu quand même la joie que j'ai eue de connaître les étudiants chinois qui sont incroyablement brillants. Je ne sais pas s'il y en a dans la salle. Il y en a maintenant, et c'est une merveille. Il y en a à peu près partout en France. Et c'est vraiment extraordinaire. Franchement, j'étais professeur à l'université de Tsinghua, qui est une des 2 ou 3 meilleures universités chinoises. Je crois que j'ai rarement vu des étudiants aussi dédiés, aussi passionnés, peut-être comme dans les Cagnes ou dans les Matsup, c'est possible. Mais disons que autrement, c'est bouleversant. Et je dois dire ça quand même d'abord, et dire qu'on a bien souvent l'impression que ça y est, maintenant la culture commence à éclore en Chine. Si vous alliez à Pékin, et j'espère que beaucoup d'entre vous s'y préparent, eh bien, il faudrait aller à la bibliothèque de Pékin et vous verriez que, ça y est, ils ne sont pas si loin que ça de la bibliothèque, nationale de Paris. Alors, cela dit, c'est vrai que, en dernière analyse, le grand problème que les Chinois ont par rapport à l'Occident, c'est vraiment en relation avec l'innovation. Pour le reste, tout est à peu près soluble. Tout est à peu près soluble. Ils n'ont pas de matières premières, mais ils peuvent les trouver ailleurs. Ils avaient peu d'ingénieurs, ils en ont. Ils avaient une mauvaise politique, ils en ont une bonne. Tout ça peut s'arranger, je dirais. Mais ce qui s'arrange beaucoup plus difficilement, c'est la question du statut de l'invention. Je suis un peu long là-dessus parce que c'est un problème, permettez-moi de dire que c'est un problème essentiel et qui marque bien le chemin, je crois, qu'ils ont encore à faire. Ils peuvent tout à fait le réussir. Quand je vivais au Japon en 70-72, j'avais l'impression qu'ils n'y arriveraient jamais, que les Japonais, c'était purement et simplement un pack de rugby. J'ai rien contre le pack de rugby, mais enfin, ils étaient tous comme ça. On ne voyait pas chez eux facilement ces gens-là inventer. Eh bien, le problème est grave en Chine, dans la Chine d'aujourd'hui, à 3 égards. 1, il n'y a pas assez d'argent dans la recherche. 2, il n'y a pas assez de goût pour l'indépendance, pour la bizarrerie. Inventer, c'est être bizarre. Inventer, c'est se lever à n'importe quelle heure, c'est travailler. Jean-Paul Sartre, c'est pas peut-être le plus grand intellectuel que nous ayons eu, mais enfin, était quelqu'un qui travaillait 2-3 jours d'affilée. Les intellectuels chinois, ils travaillent de 9 à 12 et de 3 à 6, si vous voulez. Et enfin, troisièmement, il y a la politique. Alors, à Tsinghua, là, cette université, j'avais l'impression que c'était beaucoup mieux qu'avant. Il y avait déjà quelques intellectuels, mais ce qu'il faut qu'ils découvrent, et qu'ils pourront certainement découvrir un jour, mais c'est quelque chose qui a un coût, c'est quelque chose qui appelle vraiment un goût de la bizarrerie. Eh bien, c'est cela qu'ils ont encore à apprendre. Et je voudrais terminer cette réponse qui était trop longue, et je vous prie de m'en excuser, par un hymne à la France. Parce que c'est en Chine, c'est au Japon que je me suis tout d'un coup passionné pour les arbres généalogiques de notre bourgeoisie française. Je suis d'une famille lyonnaise, et alors j'ai obtenu de ma grand-mère, qui a 9 enfants, 45 petits-enfants, etc., et qui tenait tout son monde, un peu comme Madalton, enfin c'était vraiment... et j'ai obtenu d'elle l'arbre généalogique de la famille. C'est très impressionnant, parce qu'on voit qu'à chaque génération, il y en a un qui est parti aux colonies, ou qui a... on va dire qu'il est parti avec la bonne, il y en a un autre qui a terminé sa vie à l'ombre du casino de Monte-Carlo, enfin, des bizarres. Et la bizarrerie, ça ne se découpe pas en morceaux, quoi. Il faut tout prendre à la fois. Vous voyez, c'est ça qui leur manque. Ça ne sera pas facile, mais il faudra qu'ils s'y mettent. Et vous parlez des étudiants, ça tombe bien, parce que vous dites dans le livre quand même que les étudiants les plus brillants
partent aux États-Unis et très peu reviennent. Vous dites que sur 30 ans, un quart seulement sont revenus. Voilà. Alors maintenant, il faut un gros effort pour les attirer au retour. Ça commence à rendre un tout petit peu, mais il y a beaucoup, beaucoup de boulot. Et pour des raisons, je disais tout à l'heure que la recherche manquait d'argent. Et ça, c'est un vrai problème parce que dans l'argent, il y a de l'argent qu'on donne aux gens. Alors, contrairement à ce qu'on croit, la recherche, vous savez, l'activité de l'esprit ne se sépare pas de la matière. Balzac écrivait tout ce qu'il écrivait pour toucher son argent, pour vivre, pour entretenir ses maîtresses, etc. Et là, il n'y a pas les professions universitaires, les professions de chercheurs sont évidemment bien mieux payées aux États-Unis qu'en Chine. Et c'est un des très très gros problèmes du pays. Alors, on va parler de la croissance, puisqu'on en parlait au début, et c'est sur ce point que se fonde le contrat aujourd'hui entre le régime et le peuple chinois. Et vous dites que, enfin, c'est une phrase assez forte, hein, la croissance est tout simplement indispensable à l'obéissance populaire. C'est quand même très très fort, cette phrase. C'est ça. Alors, de loin, je voudrais ici insister sur un point. De loin, on se dit, ces gens-là, ils nous écrabouillent parce qu'ils travaillent mieux, ils sont plus disciplinés, ils obéissent. Et je connaissais bien Alain Perfit, qui est celui qui a le plus mis en forme cette thèse. Et maintenant, il me manque, je le dis franchement, et je pense à lui avec, vous savez, Alain Perfit qui a écrit « Quand la Chine s'est... » Voilà. Et c'est vraiment... Lui, au fond, un bon ministre du général de Gaulle, il était persuadé que, finalement, tous les Chinois, c'était ce que les Français auraient dû être. Et la preuve, ils étaient destinés à entrer en masse au RPR, quoi. C'était ça pour lui. Vraiment, les Chinois étaient des gaullistes qui s'ignoraient, plus ou moins. Mais en gros, c'était ça, vous voyez. Là, il me manque beaucoup, parce que, y compris parce que j'avais l'impression que j'avais raison contre lui, donc c'était bien intéressant. Parce qu'il me semble, au contraire, avéré que, pas plus qu'aucun autre pays, la Chine naît définitivement, d'un côté ou de l'autre, toutes les civilisations alternent. La culture chinoise, dont on dit que c'est une culture de la discipline, il y a Confucius, c'est vrai, mais il y a une quantité d'autres cultes locaux, le taoïsme, qui sont complètement différents. Souvent, je résume les choses en disant de la façon suivante. La Chine, avec Confucius, ça peut peut-être inventer la vertu, mais auparavant, elle avait déjà inventé la pornographie, vous comprenez ? Ce qui est intéressant en Chine, c'est la complexité de ce pays-là. C'est la complexité. Ils ne sont pas plus disciplinés que nous. Suivant les moments, ils se mettent au travail. Mais quand il n'y a pas intérêt à se mettre au travail, je vous prie de croire qu'ils ne se mettent pas au travail. C'est un vrai peuple. C'est un peuple qui joue son destin, parfois avec juste raison, parfois pas avec juste raison, et qui n'est pas forcément toujours en rang. Regardez, on trouve qu'ils sont extraordinairement disciplinés, mais en fait, un des gros problèmes de la Chine actuelle, c'est l'argent qui circule de façon délictueuse de Chine vers l'étranger. Il y a 50 milliards de dollars qui circulent chaque année, plutôt de la Chine, oui c'est ça, de la Chine vers l'étranger. S'il y avait un coup de tabac économique, rien ne garantit que les élites chinoises soient plus patriotes que n'importe quelle autre élite. Alors pourquoi cette croissance indispensable à l'obéissance populaire, comme vous le dites ? Il y a deux causes. D'abord, c'est le rattrapage. Vous savez, c'est un pays que de 1949 à 1976, son régime a pratiquement empêché de travailler utilement. Donc, il y avait un verbiage productiviste. Et puis, ce verbiage productiviste n'aboutissait à aucun résultat perceptible, si ce n'est l'asservissement de la population. Les gens ne sont pas plus bêtes qu'ailleurs là-bas, et en Chine, les gens ont mal travaillé, peu travaillé. Mais en revanche, quand est arrivé un successeur de Mao Tse-tung, qui garantissait l'ordre politique en disant « le parti s'en occupe, on s'occupe de l'ordre politique, mettez-vous au boulot ». Les gens lui ont fait confiance. C'était pas joué. En Russie, les soviétiques n'ont pas fait confiance à Gorbatchev. Ils ont fait confiance, au contraire, à Deng Xiaoping, pour une série de raisons, et notamment pour le fait que Deng Xiaoping s'était comporté courageusement quand Mao Tse-tung l'avait chassé du pouvoir. Ils ont fait confiance, et Deng Xiaoping, au début, a eu des paroles très simples, quoi. Et puis, il a fait quelque chose qui plaît toujours aux gens, il a augmenté les prix et les salaires. Alors là, c'était très bien marché. C'est la première fois qu'on voyait ça depuis très longtemps. Alors ça, c'est la première raison.
La deuxième, c'est une politique tout simplement raisonnable. Vous savez, les politiques économiques ne sont compliquées que quand elles jouent sur les détails. Les grandes politiques économiques sont des politiques extrêmement simples, mais dans lesquelles on se lance petit à petit. Et Deng Xiaoping avait une formule pour expliquer comment il travaillait, que j'ai recommandé à mes enfants de suivre, qui était, pour traverser la rivière, je trouve ça formidable, pour traverser la rivière, il faut marcher sur les pierres. Ça veut dire, moi, j'y vais comme ça, hein, je regarde bien, hein, je ne me lance pas. C'était tout le contraire de Mao Tse-tung qui lui disait « on se lance en avant, on fait un grand bond en avant, et l'enthousiasme des masses l'emportera sur tout, et vous verrez ce que vous verrez, nous autres Chinois, etc. etc. » Là, lui, il arrive, l'empirisme. Il regarde, d'abord au Japon, il va au Japon en 78, il visite les usines Toyota, il rentre en disant « j'ai enfin compris ce que c'était la modernisation ». Et progressivement, d'une pierre à l'autre, il a développé la notion de travail, la notion de profit, la notion donc d'intérêt privé, de profit. Et puis là, on a attiré les étrangers, les investisseurs dans des zones à part. Et puis, on a réformé les entreprises publiques. Toutes choses tout à fait raisonnables, mesurées comme ça, une par une. Il a fait des bêtises. Il a laissé s'installer une inflation qui a été une des causes de la révolte de 1989. Et là, ça a bardé. Enfin bon, le fait essentiel, c'est que c'est une politique raisonnable, rationnelle, crédible, qui commence par tout de suite des hausses de salaire et des hausses des prix. Alors là, c'est donc la politique de base, disons, la politique de la crédibilité. Mais en contrepartie, on le disait au début, le peuple a accepté un certain nombre de sacrifices. Alors quels sont-ils, ces sacrifices? Alors d'abord, avant d'accepter des sacrifices sous Deng Xiaoping, il en avait beaucoup accepté sous Mao Tse-tung. Ou pas accepté d'abord, subi. Mon Dieu, je crois que c'est Léo Ferré qui disait, non, c'est avant lui Aragon qui disait « est-ce ainsi que les hommes vivent ?» C'est quelque chose d'épouvantable. Ces gens-là ont vécu dans des conditions mais effroyables. Je me rappelle de promenades dans des villes dans les années 70 où il y avait dans un appartement normal, sur une hauteur normale, vous aviez 2 étages, vous voyez, et on se glissait dans le lit du 2e étage comme ça, en rampant en quelque sorte. Il y avait 4 mètres carrés par personne à Canton en 1976. Ces gens-là ont vécu dans des conditions mais effroyables. Je me rappelle avoir vu des petites paysannes comme ça courir la campagne en arrachant des petites brindilles avec lesquelles on faisait des petites soupes comme ça. Mon Dieu, on a connu nous aussi en Occident des famines terribles. Ils les ont eues, eux, très récemment, au moment où l'Occident, les années 50, les années 60, c'était l'Occident où la DS 21, 19, puis 21 arrivait, c'était l'Occident où les vacances, la grande motte, etc., tout ça se généralisait. Et à ce moment-là, la Chine, elle, connaissait 30, je ne sais pas, personne ne sait exactement, 30-40 millions de morts de faim. D'abord, ces sacrifices-là. Les autres sacrifices, ça a été quand même, de façon structurelle, sous Deng Xiaoping, le sacrifice de, on va dire, la liberté politique. En gros, le régime dit à la population, vous travaillez, et moi, mais vous me laissez la politique. Ça, pour un pays, pour un peuple misérable, reconnaissons franchement que ce n'est pas d'abord un immense sacrifice, parce que tout le problème, dans un premier temps, c'est quand même de se remettre à vivre normalement. Donc, véritablement, le sacrifice au début n'était pas terrible. C'est par la suite, à mesure que les conditions matérielles de la vie se sont améliorées, que ce sacrifice est devenu peut-être un peu plus grave. En même temps, et ici je voudrais dire quelque chose sur les excès qui ont été commis en France dans les dernières semaines, on a été trop loin quand on présentait la Chine comme un monde sans liberté. Là, le progrès matériel a été tel que des libertés individuelles sont devenues possibles. Les loisirs, l'individualisation de la vie, le fait que maintenant, les gens sont maîtres de leurs dépenses, sont maîtres de leur existence. Beaucoup de foyers à Pékin ont plusieurs logements.
donc tout ça est quand même n'est plus du tout ce que c'était avant. Et il y a toute une série de domaines où la vie était contrôlée avant et où elle est maintenant totalement libérée. Les gens maintenant sont libres de leurs occupations secondaires. La liberté sexuelle est à peu près totale dans les grandes villes. Et enfin, maintenant, les gens ont droit à des passeports pour voyager. Ce qui est vrai, c'est que il y a encore une tension parce que le pouvoir, quand même, c'est dans le domaine des libertés, de la participation politique qu'il accorde le moins. Donc on a tort de dire que la Chine est un pays totalitaire où il n'y a pas de liberté, mais il reste vrai que le peuple ne se voit pas reconnaître un droit d'intervention, si vous voulez, dans la vie sociale. En même temps, ce n'est pas complètement exact. Il y a un endroit où il y a des élections. C'est évidemment un endroit où elles ne sont pas dangereuses. C'est à la campagne, dans les villages. Et alors, on n'a pas de statistiques d'ensemble. Moi, j'ai rencontré plusieurs sociologues chinois qui me racontent des choses d'une façon qui montre bien comme l'évolution a commencé, mais est encore insuffisante. Il paraît qu'à la campagne, dans les 2 tiers des cas, le candidat du parti est battu, mais que dans les 2 tiers des candidats vainqueurs rentrent au parti. Ce qui veut dire que, vous voyez, ce régime n'est pas non plus totalement extérieur à la population. Voyez. Et beaucoup de gens veulent quitter le pays, quand même. Vous citez ce sondage qui est quand même impressionnant. 64% des gens interrogés, c'est ça? Alors, c'est extraordinaire. Parce que, ça, vous savez, on n'est pas toujours obligé de tout comprendre. Chez nous, d'ailleurs, on sait bien, il y a un tas de choses dans notre propre pays auxquelles on ne comprend rien. Il faut quand même dire les choses. Et donc, a fortiori, dans un pays étranger. Moi, j'ai été effaré par l'espèce de manque de confiance que beaucoup de Chinois me donnaient l'impression d'avoir. Parce que la vérité, vous verrez, quand vous irez en Chine, il faut y aller, c'est un spectacle tout à fait émouvant, tout à fait extraordinaire. On est suffoqué. Il faut dire les choses. Moi, ça fait maintenant quand même plus de 30 ans, ça fait 35 ans que je me rends en Chine régulièrement. C'est bluffant. C'est les transformations, l'urbanisation, c'est les campagnes qui vont beaucoup mieux, c'est les gens qui sont bien habillés, les femmes étaient toutes en bleu de chauffe, elles sont ravissantes dans leurs robes de toutes sortes, les minettes sont en mini-mini, etc., etc. C'est un pays qui n'est plus le même, disons. Bon. Et on leur dit quand même, à la fois pour commencer la conversation, voilà, et quand même, je ne suis pas chez moi là-bas, autant dire des politesses et des gentillesses. Surtout que j'y croyais. Quand même, franchement, vous pouvez être fier. Ah bon, vous croyez? Alors je dis quand même, là, vraiment, c'est pas... Oh, c'est tous des crapules au-dessus, là, vous savez, là-bas. Je dis non, quand même, n'exagérons rien. Si, vous savez, moi, les policiers, j'en pensais plutôt du bien, parce que quand j'ai eu des ennuis, ils sont toujours comportés très poliment. Ouais, tous des pourris, etc. Bon, et je leur dis, mais bon, vous voyez, tout ça, ça va s'arranger. Nous autres, en Europe, on a eu ces problèmes-là, etc. Progressivement, l'un dans l'autre. Oui, mais nous, c'est pas pareil, on aura du mal. Alors je dis, mais pourquoi? Et ils n'arrivaient pas à y croire. Il y avait 2 interprétations. Soit on est trop nombreux et nos dirigeants sont trop idiots, soit vous autres, les étrangers, les occidentaux, vous réussirez bien à nous faire la peau. Pardonnez-moi de parler comme ça, mais ils n'ont pas tout à fait confiance dans notre capacité à les laisser aller de l'avant, et en quoi ils n'ont pas totalement faux. Donc voilà, ce qui m'a beaucoup surpris, c'est cette désespérance que je sentais. Et puis alors, il y a ces sondages auxquels vous avez l'amabilité de faire allusion, qui demandent aux jeunes Chinois si dans une vie ultérieure, ils voulaient redevenir Chinois. Et je crois 60%. 64%. 64% disent non, merci. Voilà. Et moi, je suis très surpris par l'extraordinaire facilité, il faut bien le dire, avec laquelle des Chinois qui viennent d'un pays qui est combien différent d'une autre, s'intègre admirablement dans nos sociétés. Il faut bien dire, je suis prof à Sciences Po, où j'ai eu des fonctions de responsabilité importantes, et une des choses qui pose le moins de problèmes, c'est d'accueillir des étudiants chinois. Tout de suite, ça s'arrange, ça marche bien. C'est pas les meilleurs, parce qu'ils n'ont pas eu la meilleure, le meilleur enseignement culturel, etc. Ils apprennent très vite, et ils se socialisent à une vitesse extraordinaire. Alors quels sont les signes aujourd'hui qui vous laissent craindre, en tout cas, et les experts, une possible récession? D'où peut venir le danger économiquement parlant?
je vais vous dire une chose, hein. Je ne suis pas un économiste. Et même, j'ai jamais été bon en économie. Bon. Mais on m'a appris qu'il y a le prix de revient, c'est quand même quelque chose d'important, quoi. Bien. Et je m'en suis tenu là, vous voyez. En gros, je m'en suis tenu, et le prix de revient chinois est en train d'exploser. Pourquoi? Pour des raisons qui sont très honorables. D'abord, les salaires, contrairement à ce qu'on dit chez nous, les salaires augmentent à une vitesse absolument phénoménale. Et d'ailleurs, pour la raison, j'aurais bien aimé qu'Alain Perfit soit encore vivant pour lui montrer comment ces Chinois, disciplinés, etc., se battent comme des dieux. Entre Canton et Shanghai, depuis 2004-2005, la main-d'œuvre qu'on prétend servile, mais qui est avec téléphone portable, fait la balayette véritablement entre les usines qui sont à Canton, où les salaires sont plus bas, etc., et celles à Shanghai, où les salaires sont plus élevés. Ensuite, Canton, du coup monte les prix, etc., etc. Ils se battent comme des dieux pour augmenter leurs salaires. Mon épouse, qui travaillait pour l'UNESCO à Pékin, comme beaucoup d'hommes d'affaires étrangers, a toujours... beaucoup ont ce comportement un peu paternaliste. Alors, vous savez, cher ami, j'ai formé une secrétaire, alors extraordinaire. Puis vous voyez le cher ami du cher ami, avec la mine basse, 15 jours plus tard, elle est partie. Elle est partie dans la minute. Elle est partie dans la minute. Et c'est comme ça, on va là où le salaire est le plus élevé. Alors ça conduit à des scènes tout à fait extraordinaires, quand par exemple, ce que me racontait le patron d'un hôtel de la chaîne Accor, qui avait fait un bel hôtel flambant neuf. Alors vous savez, dans les hôtels, l'importance c'est vraiment la formation du personnel, c'est très très important. Et il n'avait pas bien remarqué qu'aux alentours s'étaient formés 5 ou 6 petits hôtels chinois. Et quand il a bien formé sa main-d'œuvre, ils sont partis tous d'un coup, parce que les hôtels chinois du voisinage les avaient loués, les avaient achetés pour 2-3 euros de plus par mois. C'est bien joué, c'est absolument magnifique. Alors, il y a d'abord les coûts de main-d'œuvre. Ensuite, il y a les politiques sociales. Alors, toute une série de politiques qui vont s'ajouter, et je ne sais pas comment ils vont faire pour payer, même si le gouvernement a des réserves, c'est vrai. Alors, les politiques sociales, c'est le premier régime communiste, prétendument communiste, qui se prépare à faire des vraies politiques sociales. Ensuite, les politiques d'environnement, ça va coûter quelque chose, ça va être effroyable. Ensuite, les politiques d'équipement territoriales, les routes, culturelle. Maintenant, ils veulent de la culture. Et puis, il y a la montée inévitable du yuan. La monnaie chinoise va, quoi qu'il arrive, de toute façon, va gagner 20 à 50% dans les 10 années qui viennent. Tout ça, en s'accumulant, va fournir, disons, la base d'une augmentation des coûts qui est énorme. Alors, les dirigeants chinois, ils ont compris. Ils sont très remarquablement intelligents. Eux, ils comprennent, ils essayent de jouer avec tout ça en montant en gamme la technologie, en montant en gamme la qualité des produits, de façon que l'économie chinoise rejoigne les économies les plus développées et qu'elle devienne une économie pilote, disons, dans le monde. Mais ça aussi, ça va coûter très cher et ça appelle des transformations sociales et politiques, comme je le disais tout à l'heure. Alors, au total, je crois que c'est une économie qui va subir des charges croissantes. Maintenant, et une de ces charges d'ailleurs, c'est justement la politique de protection du travail qu'organisent les autorités. Les autorités ont fait voter une loi sur les contrats de travail, qui est un peu la même que chez nous, avec CDI, CDD. Et ça veut dire que là, d'un coup, disons, en plus des augmentations, c'est 20%. Et figurez-vous, et c'est vrai ce que je vais vous dire, c'est une information hélas exacte, qu'un certain nombre de délégations se sont formées d'investisseurs occidentaux, comprenant certains Français, qui sont allés voir les autorités chinoises pour protester contre la hausse des coûts du travail dans ce pays, disant « si nous venons chez vous, c'est parce que le coût du travail n'est pas élevé ». Je trouve que là, nous touchons la limite de quelque chose. De décent. Est-ce que l'inflation, parce que c'est ce qui va se passer en Chine, est-ce que l'inflation avait joué un rôle prépondérant dans les événements de 89 ? Oui, et c'est le problème d'aujourd'hui. L'inflation a joué un rôle considérable en 89, en même temps que le fait que le pouvoir était divisé et qu'il y avait dans le pouvoir une aile qui était authentiquement réformiste et qui a donné des espoirs à la population.
Aujourd'hui, il y a en Chine comme ailleurs une inflation qui est à laquelle d'ailleurs cette fois-ci le pouvoir n'a que peu de responsabilité. En effet, la Chine est touchée de plein fouet par la hausse des produits alimentaires, par la hausse des matières premières. Les produits alimentaires ont augmenté de environ 20-25%. Le porc, qui est une des bases de l'alimentation chinoise, a augmenté de plus de 50%. Et c'est clair que pour une bonne partie de la population urbaine, qui est une population, qui compte son budget, qui sert son budget, l'addition est salée, et le peuple des villes est en Chine beaucoup plus chaud qu'on le croit. Il y a un côté un peu ville italienne, il y a un côté un peu petite rue, disons, les gens qui discutent devant l'épicerie. Et ça, c'est sûr que c'est un des gros problèmes du régime, et c'est probablement une des raisons pour lesquelles s'est produite encouragée par le pouvoir. C'est une des raisons pour lesquelles le pouvoir a encouragé la formation de cette lame de fond nationaliste qui, vous avez peut-être remarqué, qui a occupé la Chine dans les derniers mois. Lame de fond, en gros, il faut dire quand même largement provoquée par les impolitesses. Il n'y a pas d'autre mot. Franchement, on ne parle pas comme ça un grand pays. Je ne crois pas qu'on traite de pays totalitaire, un pays qui certes se comporte, à mon avis, mal au Tibet, mais qui a quand même beaucoup détendu son atmosphère sociale, etc. Je crois qu'on ne parle pas comme ça à un pays dont on attend beaucoup de choses aussi, et dont on espère qu'il va continuer à se modifier positivement. Et je crois qu'on ne parle pas comme ça à un pays avec lequel nos diplomates doivent discuter. Je crois qu'il ne faut rien rompre, disons. Les dirigeants chinois ont décidé de mal prendre ces impolitesses. On les comprend jusqu'à un certain point, mais d'un autre côté, ils ont cherché, par une manœuvre, à se faire oublier les difficultés de la vie quotidienne à une opinion, disons, chauffée à blanc, nationaliste, etc. Mais ce nationalisme, en même temps, est un peu dangereux. Il est un peu dangereux parce que la population, elle, est nationaliste, comme le pouvoir le souhaite, mais en même temps n'aime pas le pouvoir. Donc elle ne sera pas facilement contrôlable. Enfin, il y a de tout, il y a des gens qui etc. Mais dans l'ensemble, disons, il sera difficile à contrôler. Alors c'est ce qui explique un petit peu que, vous l'avez peut-être remarqué, la population chinoise, les dirigeants chinois ont arrangé leurs relations ces derniers temps avec le Japon et avec Taïwan. Comme ça, il n'y a plus qu'une fenêtre ouverte, en quelque sorte, sur les vents nationalistes. C'est la fenêtre, ou deux fenêtres, la fenêtre tibétaine et la fenêtre des rapports avec l'Occident. Ça, c'est bien joué, c'est intelligemment travaillé, et cela suffira-t-il? Je ne sais pas. Est-ce que le peuple la sent, cette possible baisse de la croissance? Est-ce qu'il la perçoit baisse de la croissance qui pourrait arriver? Mais moi, je vais vous dire, mon inspiration, elle est venue de mes promenades dans les Hutong, dans les petites rues de Pékin. Je parle chinois comme une vache espagnole, mais je le parle couramment. Donc, ça m'est possible, disons, de parler comme ça facilement. Et j'ai souvent demandé aux gens, alors, ça va durer, tout ça. Oh, ils vont faire encore une bêtise. Oh, avec tous les... il faut absolument qu'ils augmentent les salaires, mais comment on va faire ensuite? Ça va être trop lourd. Oh, on pourra plus compter sur nos exportations. C'est quand même de ces promenades ou de ces opérations de bateau-stop ou tout ça que je tire, on peut dire, mon diagnostic. Et j'avais bien senti ça dans les ruelles, au fond de la Chine. J'avais senti cette montée des salaires. À côté de chez moi, il y avait un chantier où il y avait des travailleurs migrants. Des migrants, les non-mingons, comme on dit, c'est-à-dire les migrants, les paysans ouvriers qui viennent de la campagne. Quand je suis arrivé, le salaire de la journée travaillée était de 3 €. Bon, 3 €, c'était bas. 5 années plus tard, alors que l'inflation avait été faible, disons 2, 3, 4% par an, elle était à 7 €, quoi. Alors j'ai posé la question aux gens, j'aurais dit, mais alors comment en gros vous faites avec votre budget?
Alors 7 euros, on va dire 20 journées travaillées, 25 journées travaillées. Bon, cette fois, disons en gros 1500, enfin 150 euros par mois. Bien. Avec 150 euros par mois, je leur dis qu'est-ce que vous faites? Ils n'avaient pas de, c'était installé un petit peu comme ça, ils n'avaient pas de loyer, ils détournaient l'électricité et l'eau allègrement, et ils étaient pratiquement nourris, en tout cas nourris sur le chantier à midi. Donc c'est peu de dépenses, on va dire 40 euros de dépenses, 50 euros renvoyés à la famille, 4 et 5, 9, et le reste, c'est quand même une grosse partie, et le reste mis de côté. Et alors je dis, mais qu'est-ce que vous allez faire avec tout ça? Ben, on épargne de quoi corrompre un fonctionnaire pour obtenir le droit de résider officiellement, de faire ce qu'on fait, c'est-à-dire de résider, mais cette fois-ci juridiquement, en ville, et puis ensuite pouvoir payer une vraie école en payant les écolages, acheter des livres pour les enfants. Malgré tout, je ne veux pas paraître ici, comment dire, facilement admiratif du système chinois. L'un dans l'autre, on ne peut pas dire que c'est un système sans horizon, sans ouverture. Ça demande un travail terrible. Le monsieur dans la famille où on allait tout le temps venait d'avoir un accident du travail. Alors la firme n'avait pris en charge que la première semaine, on l'avait un peu rebooté, et puis on avait fait des examens pour vérifier qu'il n'avait rien d'autre. Mais toute la période où il était en congé, où il se soignait, eh bien, il avait gagné moins d'argent et il s'était serré la ceinture, disons. Mais enfin, dans l'ensemble, il disait Yo Si Wang, c'est-à-dire Yo Si Wang. Il y a quand même de l'espoir, il y a quand même Yo Tien Tu, il y a de l'espoir, il y a de l'avenir malgré tout. Ça me fait penser à la littérature, même terriblement pessimiste, mais quand même dans l'ensemble, derrière, il y a eu malgré tout du progrès, à la littérature de Zola, toute cette littérature-là, où on voit la souffrance, mais au milieu de la souffrance, il y a quand même la création de richesses, il y a quand même du progrès qui se manifeste. Alors si ce contrat entre le régime et le peuple se rompt, ce qui a priori devrait arriver si la croissance baisse, peut-il y avoir contestation de la part du peuple, et quelle forme peut prendre cette contestation? Est-ce qu'elle peut prendre les mêmes formes qu'il y a 20 ans? Moi, je crois que... Oh non. Alors, la première chose, c'est que l'histoire est terrible pour les perdants. Partout. L'histoire est terrible pour les perdants. Et le camp démocrate, disons, a perdu en 1989. Ça ne veut pas dire que les idées de démocratie ont disparu, mais ça veut dire que, quand même, elles sont largement compromises et qu'il faudrait que beaucoup d'autres solutions échouent pour qu'elles reviennent au goût du jour. Je me permets d'ajouter ici, et c'était une des raisons de je n'ai rien à cacher, mais je me suis beaucoup disputé avec le monsieur de Reporters sans frontières, qui, lui, était Robert Ménard. Robert Ménard était, lui, un avocat sans condition de notre démocratie. Or, mon expérience en Chine, c'est que, vu de Pékin, notre démocratie française, il faut dire les choses franchement, c'est plus aussi terrible que ça. Je ne veux pas aller trop dans les détails, mais le taux de chômage, la diminution du taux de croissance des revenus, un certain nombre de choses qui paraissent un petit peu pas très raisonnables aux Chinois. Comment ça se fait? On ne s'en rend pas compte, ça. Pardonnez-moi, les Chinois votaient oui à l'Europe pour eux. Voilà. Et dit, comment ça se fait que vous, les Français, dans cette Europe-là, où les Anglais s'occupent des Américains, les Allemands font le boulot, les Espagnols et les Italiens s'occupent de la plage et des monuments, et l'Europe de l'Est des plombiers, que c'est vous qui dirigez finalement, que vous avez tous les avantages, et vous allez voter non. Bon, pour eux, si vous voulez, c'était absurde, c'était pas raisonnable. Alors, je leur disais, vous savez, les gens ne voient pas les bénéfices, etc. Comment ça se fait qu'ils me disent... Alors, il y a quelques années, des incidents dans les banlieues de Paris. Ça recommence maintenant. Alors quoi, votre démocratie, là, qu'est-ce qui se passe? Et enfin, pardonnez-moi, mais il faut que je dise ce que j'ai vu et ce que j'ai entendu. Une démocratie dans laquelle un président qui quitte le pouvoir risque la prison et dans laquelle un président divorce à peine arrivé au pouvoir. Dans le conservatisme chinois, il faut bien voir, ça attire beaucoup moins. Je vous prie de m'excuser si
choque certains d'entre vous, mais c'est mon devoir de dire ce que j'ai vu et entendu. En d'autres termes, la démocratie est beaucoup moins attractive dans le monde d'aujourd'hui et en Chine qu'autrefois, donc ça ne sera pas la démocratie. Qu'est-ce qui se passera? Il y aura des troubles. Alors tout dépend de l'ampleur de la crise économique. Les troubles seront importants si la baisse des revenus est importante. Ils peuvent être même un peu violents. Je ne crois pas qu'ils déboucheraient sur l'établissement d'une démocratie. C'est compliqué. On a mis un temps fou, nous, à faire notre démocratie. Hein. Et encore, moi, quand j'avais 15 ans, je me rappelle, la France n'était pas d'un calme imperturbable hein, dans les années, la fin des années 50, le début des années 60, quand Michel Debré allait nous demander d'aller, nous autres Parisiens, d'aller à pied, à cheval ou en voiture pour empêcher les parachutistes d'atterrir à Orly. Donc je crois que ça va être un petit peu compliqué en Chine et que probablement on aura à la fois des troubles sociaux, peut-être la formation, une fragmentation à l'intérieur du parti chinois, peut-être, un peu ce qui s'est passé au temps de Gorbatchev, une fragmentation régionale beaucoup plus sûrement, une fragmentation régionale et une évolution du système dans une direction un peu intermédiaire entre, on va dire pour dire les choses brièvement, entre Poutine et ce qu'était le Kuomintang avant l'arrivée des communistes au pouvoir. Poutine, c'est le côté autoritaire, etc., appuyé sur les pouvoirs mafieux, sur les sous, sur l'argent, sur les grands conglomérats, et avec ce côté délicieusement moraliste des pouvoirs chinois, avec du Confucius, ils ont d'ailleurs un peu commencé, vous voyez, Confucius, comportons-nous convenablement, mais en même temps, quand même, c'est quand même le règne de la combine en dessous, vous voyez. Donc quelque chose d'intermédiaire entre le Poutine et le Kuomintang de la haute époque. Alors, on va parler des droits de l'homme avant d'arriver petit à petit au JO, évidemment. Sur les droits de l'homme, quelles idées fausses circulent en Occident, chez nous en France, très concret, sur ce sujet-là? Alors, ce que vous avez vu. Je crois, d'abord, que je tiens à dire... Pardon. Allez-y. Je tiens à dire que j'ai consacré 15 ans de mon existence à faire un livre sur les camps de travail en Chine. Et c'est quelque chose dont j'ai fait ma thèse d'État, une thèse d'État de 2400 pages, qui était le premier travail que fait en Occident. Je dis ça non pas pour faire le malin, mais pour qu'on comprenne bien que pour moi c'est un problème très grave. Parce que vous allez voir que je suis beaucoup plus modéré que d'autres. La situation des droits de l'homme classiques, c'est-à-dire des droits politiques, disons, s'est immensément améliorée par rapport au passé. Alors quelques chiffres comme ça, il y avait 10 millions de prisonniers en 1949, il n'y en a plus que 5 alors que la population a doublé. Parmi les prisonniers, il y avait 80% de politiques en 1949, il n'y en a plus aujourd'hui que quelques, on va dire entre 5 et 20 000, suivant les définitions qu'on adopte. Le seul domaine qui reste véritablement tragique dans les droits de l'homme classiques, alors il y a encore des brutalités dans les prisons, mais on en a aussi chez nous, il y en a plus chez eux, mais c'est en voie de progrès. Et la France a d'ailleurs fait des choses pas mal. Il y a eu des programmes de coopération pour les procureurs chinois, etc. Bon, là, il y a eu un vrai travail inauguré par Jacques Chirac. Bon, alors, le seul domaine dans les droits de l'homme classiques qui reste tragique, c'est les condamnations à mort. La Chine condamne plus de gens dans son pays qu'il en est condamné dans l'ensemble du monde. Néanmoins, il faut le dire honnêtement, ça s'est arrangé depuis un an. Le chiffre était de 10 000 il y a un an, il est actuellement de 6 000, 7 000, quelque chose comme ça. Hein. Donc vous voyez, pourquoi? Parce que maintenant les condamnations à mort, il y a du progrès, doivent être confirmées par la Cour suprême. Et donc les petites cours locales font attention, quoi, vous voyez. Bon, alors, quelque chose qui a été beaucoup dit par Reporters sans frontières, c'est pas raisonnable. C'est que, oui, vous comprenez, il y a 30 journalistes emprisonnés et 50 internautes. Bon, il faut dire les choses. 30 journalistes emprisonnés, c'est 30 de trop, évidemment. Mais vous savez-vous combien il y a de journalistes en Chine? 550 000. Bon. Ensuite, pour les internautes,
80 ou 50 internautes emprisonnés, c'est évidemment autant de trop. Combien y a-t-il d'internautes? 210 millions. Bon, alors, ça veut dire que, si vous voulez, le vrai problème, il n'est pas tant dans ces emprisonnements, il ne faut pas chercher le sensationnel, il est dans le contrôle de la presse. Ça, c'est vrai. Il faut avoir vu le journal, il y a un journal unique. Vous n'avez pas le choix entre PPDA, je ne sais plus qui, etc. C'est fini, PPDA. Ou Laurence Ferrari, depuis ce soir, voilà. Hein, bon, vous avez le choix chez nous, vous n'avez pas le choix là-bas. Bon, ça, c'est beaucoup plus inquiétant. Et ce qui est embêtant, c'est que c'est à l'intérieur de chaque unité de travail que est censé être fait le contrôle. Et alors, ça fait des atmosphères épouvantables. Et pour les jeunes journalistes, c'est effroyable. Mais en même temps, quand on lit le chinois, on s'aperçoit qu'il y a des journaux dans lesquels... D'abord, les journalistes, parmi les jeunes journalistes, il y en a beaucoup qui se battent pour faire leur métier. Vraiment, je pourrais donner des exemples si j'avais le temps. Sur les sites web, vous savez, c'est les cow-boys et les Indiens sur Internet. Les cow-boys, c'est la police d'Internet, remarquablement compétente, mais il faut voir les internautes aussi. Hein. Alors donc, c'est les cow-boys qui courent après les Indiens. Mais moi, je peux dire, en tant qu'usager de l'Internet chinois, que j'ai quand même trouvé, le plus souvent, je trouvais ce que je cherchais, et je pouvais participer à des chats, je recevais aussi des invitations à des séances fort peu convenables, où des jeunes journalistes disaient tout le mal qu'ils pensaient du système de la presse. Donc là aussi, on a un petit peu exagéré. Le vrai problème qui concerne les droits de l'homme dans la Chine d'aujourd'hui, ce sont les droits sociaux. Et secondairement, mais c'est important, les droits de la femme. Alors je dis rapidement pour les droits de la femme, en vous conseillant à ceux qui s'intéressent à ça, il y a un très beau livre qui a été publié chez Perrin également, de Isabelle Atané, A2T-A-N-E, chez Perrin, qui s'appelle Une Chine sans femmes, qui est un très très beau livre et qui raconte la difficulté d'être femme dans ce pays-là. On ne s'en rend pas compte tellement elles sont dignes, tellement elles sont intelligentes, tellement elles sont travailleuses. Dans les faits, c'est encore un système machiste, c'est encore un système, disons, d'origine où la tradition, plus le communisme, plus le capitalisme, ça fait que la vie est quand même difficile pour les femmes. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais c'est les droits sociaux, et particulièrement pour les travailleuses femmes. C'est comme dans la France d'il y a un siècle et demi, ni plus ni moins, et ça progresse beaucoup plus vite que ça ne progressait chez nous, parce que chez eux, tout va plus vite, le pire et puis le meilleur ensuite. Donc, actuellement, il reste encore des chantiers où les travailleurs migrants sont traités comme des bêtes, il reste encore de véritables petits camps de travail, il reste encore des dortoirs où les employés EES sont traités comme vraiment du bétail et parfois violentés par l'encadrement, etc., etc., etc. Je crois que c'est là-dessus qu'il faut se concentrer, c'est là-dessus qu'il y a les grandes masses des iniquités, et c'est là-dessus que d'ailleurs que nous avons, nous, un intérêt évident pour continuer à faire monter les prix, si je puis dire, de la main-d'œuvre à intervenir. Mais quelle est la perception des Chinois sur les droits de l'homme dans leur pays? Quand vous dites 30 journalistes, 80 internautes, est-ce que pour eux c'est choquant? Oui. Il ne faut pas raconter de blagues. C'est choquant, mais moins choquant qu'une crise économique, quand même. On a dit tout à l'heure ce qu'il fallait dire. Hein. Vu d'où ils viennent, l'essentiel, c'est le matériel. Hein. C'est le matériel. Et ensuite, traité convenablement par les cadres, par les policiers. C'est pas encore vraiment d'ordre politique, mais c'est quand même important. Et là, maintenant, moi, j'ai quand même je tiens à le dire, hein, j'ai eu un accident. J'ai vu comme un policier est arrivé. Bon, il m'a proposé, et au monsieur, qui était d'ailleurs dans son tort, de faire une transaction. Il a même donné un coup de main pour la transaction. L'un dans l'autre, je trouve qu'il a bien travaillé, ce policier, il s'est plutôt bien comporté. Alors les gens, je crois qu'après, disons, l'économique, eh bien, viennent les droits de l'homme politiques, droits de réunion, etc. Les gens, je les souhaite aussi. Mais, il ne veut pas aller au clash à n'importe quelle condition avec un régime qui est un régime dur. Alors, c'est à regarder comme ça. Ça dépend des moments, ça dépend des endroits. Exemple, vous prenez l'avion. Bon, en France, par parenthèse, pays des droits de l'homme, moi, je trouve que les compagnies aériennes en font un peu à leur aise. Moi, il y a par moment où j'aimerais bien déclencher la révolte. Bon, j'y arrive rarement. Bien.
Mais en Chine, ça va très vite, ça va très très vite. Les gens, vraiment, au bout d'une demi-heure, 3/4 d'heure, commencent à menacer de tout casser, quoi, vous voyez. Et là, parce que les gens, ils ont besoin, disons, qu'on leur reconnaisse un droit. Les droits politiques comme ça, globaux, je crois qu'ils n'en sont pas encore là. Mais ne croyez pas que ça soit rangé dans un placard définitivement. Il y a une sorte de pragmatisme qui est qu'on se concentre localement, en fonction des problèmes, sur ce qui paraît possible d'obtenir. Mais par ailleurs, il y a quand même une vraie admiration pour les pays d'Occident qui ont obtenu tous ces avantages, même si cette admiration se nuance souvent d'une pincée de mépris, parce que quand même, combien de fois on m'a dit, mais alors 35 heures là, par semaine, on travaille encore chez vous là? J'ai quand même 35 heures, c'est pareil, oui, mais chez nous, etc., etc. Donc voilà, c'est plus nuancé. Alors, parlons du Tibet. On a l'impression que cette situation, finalement, personne ne l'a vu venir, y compris les grands spécialistes, et surtout la réaction du gouvernement chinois. Vous ne l'aviez pas vu venir? Pas du tout. Pas du tout. La réaction du gouvernement chinois, encore moins. Et on a l'impression, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, cette entrée dans le monde, on a l'impression qu'ils ont réagi comme s'ils n'y étaient pas. Ce que j'ai pas vu venir, c'est les deux choses. Mais ça, vous savez, c'est toujours les spécialistes qui se trompent. Hein. C'est pas nouveau. On est menacé comme tout le monde. Alors, maintenant, en revanche, on sait ce qui s'est passé. Je reviendrai tout à l'heure sur le problème du Tibet, disons. D'abord, aussi bizarre, aussi inexplicable que cela puisse paraître, ce grand pays, dirigé par des gens absolument remarquables, a donné l'impression de paniquer à mesure que se rapprochaient les Jeux Olympiques. En gros, à partir du milieu de 2007, maintenant, on reconstitue un peu le film des événements. Et tout se passe comme si, de plus en plus, ils commençaient à rassembler les commissaires de police. C'est mauvais signe, là. Quand on s'occupe de la sécurité seulement avec les policiers, ça suffit pas, quoi. Et par ailleurs, il faut dire que le patron du comité olympique de Pékin, qui est l'ancien maire, c'est pas l'homme le plus propre et le plus... le président du comité international olympique et l'ancien maire de Pékin, c'est pas la personnalité la plus intelligente de toute l'histoire de l'Ouest, ni de l'Est d'ailleurs. Donc, il y a eu comme ça toute une série de mesures qui ont été prises, comme si on paniquait devant la presse étrangère, la presse chinoise. On a vu au début de 2008 sortir des avertissements contre des terroristes ouïghours, et puis à nouveau été resserrés les disciplines sur les étrangers. Maintenant, figurez-vous que dans les rues à Pékin, moi j'en témoigne, jamais on me demandait mes papiers. Mes amis me disent, mais tu sais, on ne sort plus sans ces papiers, sans arrêt on est vérifié, emmené au poste, etc., etc. Il y a une sorte de phénomène de panique. Ces gens-là ont gagné tous les concours économiques, si je puis dire. Ils ont gagné le schmilblick, si je puis dire, sur le plan de l'économie, mais traiter les étrangers, se préparer à un grand épisode comme celui-là, là, ils n'étaient pas très, très, très près. Ils auraient dû prendre des consultants internationaux, il faut dire les choses. Deuxièmement, il y a eu ce qui n'était absolument pas prévu, ni d'ailleurs prévisible, et qui est le mélange entre une révolte tibétaine, pour une fois à peu près organisée, et d'autre part, quelque chose que les Chinois ni nous, personne ne prévoyait, c'était ce mélange explosif de bling-bling, de militants humanitaires et de moines et de religieux, qui fait quelque chose d'imprévisible et que n'importe quel communiste, même et n'importe quel capitaliste, normalement organisé, ne peut pas admettre et comprendre. Et là-dessus, allez imaginer que, pour une fois, les Tibétains ont fait les choses bien comme il fallait. Ils ont fait une belle révolte, ils ont réussi à la faire reconnaître au monde, et ça a fait exploser quelque chose. Reste l'explication de fond. Pourquoi la mèche, pas la flamme olympique, mais pourquoi la mèche de la protestation internationale a-t-elle fait sauter quelque chose? À mon avis, c'est qu'il y avait derrière tout ça un élément que maintenant on voit bien, et qui est que les données fondamentales du rapport entre la Chine et l'Occident se sont progressivement modifiées. En gros, on va dire, avant, il y a encore 2-3 ans, la Chine était moins haute et les circonstances économiques étaient meilleures. Maintenant, les circonstances économiques s'aggravent, baissent, les capacités
des grands pays occidentaux de pousser en avant leur économie diminue, alors que la Chine, elle, monte en puissance. Nous sommes donc tentés de lui demander de bien vouloir maintenant commencer à respecter ses engagements dans toute une série de domaines et à se comporter correctement. Et elle nous dit « Eh oh, c'est vous qui êtes entrés chez nous, on vous avait rien demandé ». Et puis eux sont arrivés en position de puissance. On ne voit pas comment ils se conduiraient tellement différemment de toutes les puissances avant, si je puis dire. Et donc maintenant, ils ont tendance à vouloir exploiter leur nouvelle position de puissance au moment où nous baissons et où nous lui demandons de faire des efforts. Donc je crois que structurellement maintenant, la problématique des relations entre la Chine et l'Occident est en train de se brouiller et que c'est ce qui a expliqué, non pas que la mèche explose, mais que tout ça mette le feu aux opinions occidentales. Alors on a eu une vraie crise sino-occidentale qui n'est d'ailleurs pas terminée et dont l'avenir va beaucoup dépendre de ce qui va se passer sur le terrain et en dehors du terrain pendant le mois d'août. Alors, vous expliquez aussi le fonctionnement de la Chine, qui a 30 grandes provinces et grandes municipalités, avec des pouvoirs locaux qui ont une extraordinaire latitude d'action. Est-ce que là, sur cette affaire du Tibet, le pouvoir local ne s'est pas un peu emballé et que Pékin n'a pas forcément cautionné dès le départ ce qui s'est passé? Je veux dire quelque chose qui ne plaît pas aux Chinois. Pour nous, Français, qui avons eu des colonies, qui ne nous y sommes pas toujours comportés avec un doigté parfait, eh bien, ce qui s'est passé au Tibet évoque les relations entre Paris et Alger. C'est Lhasa qui a engagé la répression, après avoir, pendant un certain temps, hésité. Il y a eu 4 jours où ils n'ont pas tapé, où ils ont reculé, etc., etc. Puis ensuite, ils ont cogné. Par parenthèse, il faut avoir l'honnêteté de reconnaître qu'il n'y a toujours pas de preuve que, dans ces quelques jours de répression très forte à Lhasa, qu'il y a eu des morts par balle. Ça n'est toujours pas sûr. Hein. Bon. Mais quand même, il y a eu une répression très très dure. Et cette répression très très dure, on a bien l'impression que le régime de Pékin, c'était loin, il était embêté par l'inflation, par la situation sociale assez chaude. Il ne s'est pas senti, je crois, capable de corriger le tir dans un sens, non pas pro-tibétain, pas du tout, mais dans un sens un petit peu plus habile, vers une propagande un petit peu plus astucieuse qu'ils ont maintenant sur le Sichuan. Ils ont réparé les systèmes, ils ont réparé... On peut dire que la politique chinoise dans l'affaire du séisme du Sichuan est une sorte d'autocritique, en quelque sorte, de la politique au Tibet. Au Tibet, le Tibet, ça a été Alger. Voilà. Et de la même façon que Alger, très souvent, mettait Paris devant le fait accompli, eh bien, au Tibet, les autorités locales, qui étaient un mélange donc, de militaires, de civils chinois et de collaborateurs tibétains, donc c'est ceux-là, les collaborateurs toujours, qui sont les plus radicaux, qui ont imposé ce traitement catastrophique de la crise, un traitement que, à l'évidence, le Premier ministre chinois, s'il avait été en maîtrise, disons, du dossier, n'aurait pas laissé dans cet état-là. Justement, est-ce que ça ne peut pas rendre optimiste pour l'avenir? C'est-à-dire qu'on peut se dire que Pékin va essayer de reprendre la main. Alors oui, s'il y arrive. Moi, je crois, je choque souvent, mais vous avez compris que je ne suis pas pour ce régime-là, et que je suis pour les droits de l'homme, et je prépare d'ailleurs la suite de mon livre sur les camps de travail, enfin, il n'y a pas de problème, disons. Mais je pense que dans l'histoire du mouvement communiste et du communisme au pouvoir, il n'y a jamais eu un pouvoir aussi intelligent. Je crois que c'est la première fois qu'on a une direction communiste qui vraiment oriente les choses, oriente sa politique, en fonction non pas de la situation rêvée du monde, mais de la situation réelle du monde, et 2, pour tout cela, non pas seulement pour le bien du parti, ça oui, il y a ça, mais pour le bien de la population et pour le bien du pays. Et je crois que leur politique est une politique qui est bonne. Le problème, c'est que les 30 provinces et municipalités ont à leur tête des pouvoirs qui sont des pouvoirs prédateurs et mafieux,
dont ce n'est pas la première préoccupation que d'obéir à une politique qui leur demanderait des sacrifices. Dans ces provinces, les gens, les uns les autres, la main dans la poche du voisin, quoi. Et on leur demanderait maintenant de se tenir convenablement, on leur demanderait de ne plus exporter des pantoufles, mais au contraire d'inventer des vraies voitures, sans voler les moteurs en Allemagne et la carrosserie au Japon, etc. Tout ça est compliqué, mon Dieu, on va gagner moins d'argent, moins vite, etc., etc. Donc ceux-là traînent les pieds devant les politiques très intelligentes qui sont déclenchées par le pouvoir central. Et enfin, il y a une sorte de course-poursuite entre cette politique du pouvoir central d'un côté et d'autre part les performances de l'économie. Alors je sais bien que ça paraît un peu bizarre tout ça, alors que l'économie chinoise est encore à 9, 5, 10%, mais en fait tous les prévisionnistes sont d'accord sur l'idée que maintenant, dans les 2-3 ans qui vont venir, il y aura un déclin, et on sait que depuis la Deuxième Guerre mondiale, tous les Jeux Olympiques ont été suivis dans tous les pays par une petite récession. Alors, par rapport au JO, et en lien évidemment avec ce qui s'est passé au Tibet, le concert des réactions des pays occidentaux n'a pas sonné très très juste, puisque tout le monde a un peu réagi différemment, y compris en Europe. Quel pays, selon vous, a réagi à peu près le plus justement ? Eh ben, je vais vous dire, justement, je ne sais pas, mais le pays qui a agi de la façon la plus respectable, à la fois du point de vue des droits de l'homme et du point de vue de l'efficacité, et du point de vue de ses propres intérêts, c'est l'Allemagne. Je l'ai dit à Nicolas Sarkozy, je suis allé le voir, etc. Il n'a pas beaucoup apprécié. Il n'a pas l'air de porter, la première ministre allemande complètement dans son cœur. Moi, je crois que l'Allemagne fait 3,5 fois notre commerce en Chine. Malgré tout, c'est ce résultat-là qui compte. Angela Merkel a reçu une fois le Dalai Lama et un de ses ministres vient de le recevoir. Et par ailleurs, mais tout cela n'a pas eu d'effet significatif sur les exportations allemandes. Moi, je crois qu'on aurait dû mettre en place une politique européenne. Dans un grand pays comme la Chine, c'est la solution. Peut-être en mettant un petit peu de la mousse dans la politique, un peu comme ça, arceau des Allemands, un petit peu comme ça. On adore ça, nous les Français, mettre à faire des grandes phrases, etc. Mais en gros, une politique de type allemand, un petit peu européanisée, avec les Italiens, etc. Je crois que c'est ça qu'il fallait faire. Alors, vous avez parlé tout à l'heure d'une sorte de mouvement de panique, un peu de réaction de panique en Chine. Est-ce qu'ils ont bien pris la mesure de ce que ça représentait avec l'organisation des JO ? J'en sais rien parce que on dirait pas. J'ai été tellement... Non, il y a trop de préparatifs. C'est terrible. Comme c'est parti, il devrait y avoir presque une personne, un policier par athlète. Ça va être terrible, quoi. Et les journalistes, enfin, ça va être quelque chose de... Et comment éviter... C'est le problème de la maréchaussée, depuis qu'elle existe, c'est la formation des hommes, quoi. Vous voyez, comment éviter l'erreur technique, quoi. L'erreur, par définition, la maréchaussée n'est pas mauvaise, évidemment, au contraire. Elle sert à la construction de la sécurité. Simplement, c'est très, très compliqué d'exercer ce métier-là, où que ce soit. Et je crains beaucoup des erreurs. Par définition, ils n'en ont pas l'expérience. J'en sais rien. Normalement, hélas, comme je me suis beaucoup trompé moi aussi, mais si la situation a une logique, il devrait y avoir des incidents. Graves ou non, je ne sais pas. Tout dépendra au fond du fragment de maréchaussée qui sera en charge de cette affaire-là. On se demande s'il y a des banderoles qui sont déployées dans les tribunes des stades, ça va être... Il y aura certainement du sport, non seulement sur le terrain, mais dans les tribunes. Est-ce que vous pensez que le CIO, j'allais dire, a baratiné un peu la Chine, mais c'est peut-être pas le mot, mais en tout cas, l'aura pas vendu comme... Non, le CIO est complètement tenu. Écoutez, c'est très triste d'avoir à dire ça, parce que ça, c'est un groupe de gens qui font partie de l'élite sociale. Il y a beaucoup de gens très nobles, des noms très célèbres, etc. Or, écoutez, je ne veux pas trop aller dans le détail, mais ils ont acheté le CIO, ils offrent, et le CIO accepte des traitements, quand les gens vont dans les grands hôtels pékinois, qui sont indignes. Il faut dire les choses. Le CIO n'a pas fait son travail durant toute cette crise. Il faudrait qu'il y ait une instance internationale qui réforme tout ça. 2-3 questions politiques. Est-ce que la Chine pourrait être gouvernée aujourd'hui de manière autrement qu'autoritaire ?
Vous savez, l'Inde y appartient. Hein. Ils sont presque aussi nombreux, les Indiens. Alors, il y a un bazar en Inde extraordinaire. Chaque fois qu'il y a des élections en Inde, il n'y a pas des dizaines, mais des centaines d'urnes qui sont volées. Il faut voir ça, c'est extraordinaire. En Inde, il y a une brigande, parce que c'est une sorte de brigande qui est devenue députée, puis ministre, et puis finalement elle a trouvé que c'était pas drôle, elle est retournée à la criminalité. Enfin, c'est vraiment la démocratie indienne, c'est très marrant. Je ne sais pas si je dirais démocratie ou autoritarisme ou communisme, l'espace chinois est absurde. Il est trop vaste. Il devrait être 20 pays. Mais les Chinois n'en veulent pas. Eh bien, qu'ils se débrouillent avec. Mais je ne crois pas que la démocratie soit beaucoup plus contre-productive que de l'est le communisme. Écoutez, je vais vous dire, vous connaissez tous dans la salle la bière Tsingtao. C'est la bière qui est exportée par la Chine et c'est la seule à peu près bonne, il faut dire. Mais pas terrible, mais bon. Bon, elle est bonne, elle est correcte, quoi. Bon. Mais en Chine même, ça n'est qu'une bière produite par la province de Tsingtao, qui est la province du Shandong. Essayez de demander de la bière Tsingtao dans les restaurants normaux, on vous rira au nez. Quand j'allais avec un ami chinois en voiture, on était avec marqué derrière 75, quoi, marqué Pékin, vous voyez. Bon. Et alors quand je vais dans ma maison de vacances, là, le 75, on me regarde avec un drôle d'œil. Mais à Pékin, mais en Chine, c'était couru d'avance. Très souvent, le garagiste lui-même venait me voir à l'hôtel. Il me disait, alors demain, si on vous a crevé les pneus, c'est moi le meilleur. C'est moi le meilleur pour réparer vos pneus. Alors je lui dis, écoutez, si vous voyez mes pneus crevés, eh bien, vous les réparez tout de suite. Alors, il m'est arrivé très souvent de voir, en arrivant au petit déjeuner, le réparateur tout guilleret. Ah on vous a crevé les pneus, je vous ai réparé. C'était simplement la joyeuse solidarité des provinces chinoises. Avez-vous des questions pour Jean-Luc Domenech ? Sans doute. Oui, monsieur, je vous en prie. On va vous apporter un micro. Ils arrivent les micros. Si vous voulez bien porter les micros devant, je vais vous apporter celui-ci. En attendant. Je voudrais poser 2 questions. L'une concernant le contrôle démographique. Est-ce que on en est encore à la politique de l'enfant unique ? Est-ce que le gouvernement a les moyens de contrôler l'expansion démographique? Est-ce que la population est consentante? Et l'autre problème concernerait l'éveil de la conscience écologique dans ce pays qu'on dit être le plus grand pollueur de la planète. Est-ce qu'il y a une opinion publique qui se forme là-dessus? Est-ce qu'il y a une conscience que chacun est exposé au développement de la pollution? Est-ce qu'il y a une conscience aussi de la responsabilité planétaire de la Chine? Merci monsieur de ces 2 belles questions. Sur le point 2, j'ai plaisir à répondre positivement. Oui, il y a une conscience écologique qui est en train de naître, mais progressivement et à partir des élites. La population, elle, voit d'abord ce qu'il y a dans son assiette, ça se comprend, mais progressivement, ça avance, incontestablement. Mais le point important, c'est que ça y est, il y a beaucoup d'argent qui est investi maintenant dans la protection de l'environnement. Alors sur le premier point, la réponse est également que oui, le contrôle démographique continue, oui, il est relativement efficace, sauf dans les campagnes, ou sauf dans les milieux des riches, puisque les riches préfèrent souvent payer l'amende. En revanche, il est fort mal considéré par la population et fort peu populaire parce que ça reste une des rares vraiment différences, mais radicales, de la Chine par rapport aux pays d'Occident. C'est cet amour pour les enfants, c'est cet amour pour l'idée de continuer la famille en quelque sorte. Chez nous, bien souvent, c'est vers les jolies dames que les regards s'attardent. Je dirais qu'en Chine, c'est vers les enfants, surtout les petits enfants mâles. Vous faites un tabac. Moi, j'ai un petit-fils qui est bouclé, blond et bouclé. Dans une rue de Pékin, il fait un malheur. D'autres questions, je vous en prie. C'est intimidant dans une grande salle comme ça. Pas de questions? Oui, tout au fond de la salle, monsieur, on va vous apporter un micro. Bonsoir. Alors, vous dites que la Chine devrait comprendre 20 pays. Qu'est-ce que vous pensez des tensions ethniques? Vous avez cité les Ouïghours, une sorte de tension à la fois politique
économique et aussi religieuse, parce qu'il faut aussi aborder le sujet. Oui, oui, notamment pour, en dernière analyse, hélas, les tensions ethniques, si la police chinoise et l'armée chinoise sont mises en jeu, ces tensions ethniques ne poseront aucun problème. La Chine est une puissance énorme, tibétains, ouïghours, tout ça, c'est peu de choses. En revanche, si d'une part, la Chine considère son avenir, si les dirigeants chinois considèrent leur avenir objectivement, il faudra que d'une façon ou d'une autre, ils conçoivent leur société comme laissant leur place à ces différences. Ça, c'est clair, c'est évident. Et deuxièmement, et surtout, ce que les Tibétains ont fait, c'est-à-dire servir d'allumettes, servir d'allumettes à une opinion étrangère de plus en plus sévère à l'égard de la Chine, les Ouïghours pourraient le faire, les Ouïghours qui trouvent des solidarités jusqu'en Turquie et en Allemagne. Donc il y aura des problèmes avec les Tibétains, les Ouïghours, peut-être les Mongols. Pour les autres minorités, je crois qu'hélas, la situation est presque perdue d'avance. Ces minorités-là sont affaiblies, elles sont minoritaires. Alors, le problème musulman est un problème qui n'est pas résolu en Chine même, mais qui ne s'identifie pas, et qui ne s'identifie pas au seul Ouïghour. Il y a un islam chinois qui est un islam d'ailleurs très civilisé, très, très cultivé, très, très profond, mais qui est devenu assez radical, qui est l'islam des musulmans chinois. Et là, il y a des incidents en permanence, disons. Donc, sans croire, à la fois, je pense qu'il n'y aura pas d'incident ethnique décisif, en même temps, un beau jour, les dirigeants chinois devront regarder ça. Mais là, nous-mêmes, nous n'avons pas de forte raison d'être trop fiers de ce que nous avons réussi pour les problèmes dans tous ces domaines d'amalgame ethnique. Merci, monsieur. On va vous apporter un micro. Non, on va pas vous entendre, je suis désolé, on va vous apporter le micro. Il y avait un autre micro pour toi. C'est une grande salle, hein. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Pensez-vous à un rapprochement, voire même à une réunification avec Formose? C'est vraiment sur ce point des relations avec Formose, Taïwan, qu'on va mesurer le progrès de la civilité en Chine. C'est un petit peu l'Alsace-Lorraine, hein. Nous autres Français, nous n'étions pas vraiment disposés à négocier sur l'Alsace-Lorraine. La preuve, hein, on a fait une guerre qui est devenue mondiale. Bien. Donc là aussi, il ne faut pas trop faire les malins. Mais quand même, jusqu'à présent, il y a eu des va-t-en-guerre continentaux qui ont lancé des proclamations en direction de Taïwan qui étaient extrêmement dangereuses. Alors, que va-t-il se passer? Il y a deux faits nouveaux depuis, on va dire, une quinzaine d'années. D'abord, la coopération économique entre les deux rives, entre Taïwan et la Chine, est devenue massive. Ensuite, depuis quelques mois, le sort des élections à Taïwan, qui ont donné la majorité aux partis qui voulaient discuter avec Pékin, ce sort des élections a conduit à une situation où le président de ce parti s'est rendu à Pékin récemment. Et le résultat est une détente incontestable. Que va-t-il se passer? Que va-t-il se passer? Karl Marx aurait peut-être prévu que si les relations économiques marchent mieux, ça peut s'arranger. Mais enfin, il y a une autre façon de voir les choses, qui est que l'économie ne dicte pas toujours tout. Donc voilà, on ne sait pas, et c'est un problème extrêmement important. Oui, une autre question? Oui, madame, juste devant, si on peut apporter le micro, merci.
Pourquoi la Chine continue de revendiquer son affiliation au régime communiste? Quel est son intérêt, à part d'avoir un parti unique fort, Oui. etc., alors que toute l'évolution économique prouve le contraire? Eh bien, vous êtes un peu répondu. Et c'était d'abord pour garder le pouvoir pour le parti, hein, et puis en plus pour garder les avantages du pouvoir. Hein. Bon, il est communiste dans les mots, hein, dans les mots. C'est sa légitimité, c'est sa légitimation. Mais ce qui est devenu maintenant l'essentiel, c'est que l'encadrement du parti forme une classe sociale. Mais là aussi, il doit y avoir des professeurs dans la salle. Ceux-là se rendront compte, certainement ont réfléchi, que la formation de cette élite un peu plutocratique, de cette élite, disons, un peu prédatrice, n'est pas si différente de la formation de l'élite développementaliste, entrepreneuriale et prédatrice dans la France du XIXe siècle. Vous voyez, la Révolution française a fait apparaître, enfin a fait émerger, disons, une bourgeoisie qui avait déjà commencé à éclore avant la Révolution. Cette bourgeoisie est arrivée au pouvoir, a fait des préfets, a fait des maires, etc. Et puis ensuite, eh bien, soutenue par un régime autoritaire, elle s'est élargie en une bourgeoisie entrepreneuriale et prédatrice. En Chine, vous avez d'abord eu des cadres communistes, d'abord ils y croyaient, ils y ont vraiment cru, hein, faut le reconnaître, et puis ensuite ils y ont, comme ça, échoué, ils y ont cru de moins en moins, et puis on leur a apporté la solution, c'était de faire de l'argent. Donc les uns s'occupent de l'administration et de la sécurité, pendant que les autres développent le pays et en même temps s'en mettent plein les poches. Tout ça fait une classe dirigeante qui fait, sous la légitimation communiste, madame, hein, tout ça fait une classe dirigeante qui va de mieux en mieux, merci, qui commence à internationaliser sa richesse, qui commence à faire des mariages avec des Américains, des Français, etc., etc. Bref, tout cela nous fait une bonne classe dirigeante. Voilà. Est-ce que la corruption est très importante? Est-ce qu'elle est à tous les niveaux de la société? Et le pouvoir a-t-il les moyens de lutter contre? Écoutez, moi j'étais prof à Tsinghua et beaucoup de gens, beaucoup de Chinois imaginaient que j'avais des ressources tout à fait considérables, ignorant que quand même, étant étranger dans une université chinoise, mon pouvoir était quand même limité. Mais ce qui est certain, c'est que si j'avais voulu, j'aurais pu devenir riche. Parce qu'on me proposait d'aider à, on va dire, des entrées à l'université. Là, j'aurais pu me faire un fric fou. C'est clair, je l'ai vu vraiment comme ça. J'ai vu également fonctionner des trucs, des choses. C'était là encore comme dans du Balzac. Où on a connu ça, nous aussi, au XIXe siècle. D'ailleurs, on le connaît encore un peu. Tous ces dîners. Tiens, je vous invite à dîner. Voyons, de quoi il s'agit encore? Il y a toujours anguille sous roche. Hein. Il y a toujours anguille sous roche. Alors on peut s'amuser à parier avec mon épouse. Tiens, c'est sans doute toi qui, à cause de l'université... Tiens, non, c'est toi, à cause... Parce que ma femme était à l'UNESCO. Bon, etc. Et évidemment, le rideau se déchirait sur une proposition de corruption de 3 fois sur 4. Quoi. C'était comme ça. Alors il faut savoir se débrouiller, prendre un air imbécile, faire semblant de ne pas comprendre. Sur le fond des choses, je suis relativement plus, plus compréhensif à l'égard de la corruption dans un pays comme la Chine, bien qu'elle y soit massive, que dans un pays comme la France. Parce que en Chine, vous avez un système qui est en voie d'évolution, qui était d'origine, comme la personne qui parlait avant vous l'a dit, d'origine communiste et qui est en train de devenir, disons, qui est en train de changer. Et il faut bien mettre de l'huile dans les rouages. Moi, j'ai connu ça il y a 25-30 ans, quand ça démarrait. Le système communiste était complètement vermoulu. Et moi, je connaissais un fabricant de meubles qui avait besoin de bois. Et le bois, si on suivait les règles de la corporation du bois, les règles des chemins de fer, etc., c'était une affaire de 6 mois pour se faire livrer du bois. Alors, qu'est-ce qu'il faisait? Eh bien, avant chaque expédition, il allait arroser un petit peu toute la voie, disons, qu'allait suivre le bois. Alors, il allait dans la forêt, il payait les forestiers, puis il payait le chef de gare, puis il payait le train, puis il payait la gare d'arrivée, puis il payait, etc. Et l'un dans l'autre, l'un dans l'autre, ça a marché, la preuve. Vous voyez? En France, en revanche, l'argument peut se contester, parce qu'après tout, notre système est quand même, malgré tout, n'est pas impossible. Donc voilà, pour moi,
qu'est-ce que c'est le coût de la corruption? 1, 2, 3% du PNB, c'est énorme d'un côté. Mais d'un autre côté, ça n'est énorme que parce que le PNB est devenu extraordinairement important. Est-ce que finalement, ça n'en valait pas la chandelle? Je dirais qu'à terme, c'est probablement les conséquences, plutôt que les conséquences économiques, c'est les destructions psychologiques qui sont terribles de tout ça. C'est que, par exemple, des enfants. Maintenant, pour faire entrer un enfant dans une école élémentaire privée de bonne qualité, il faut, et l'enfant ne peut pas l'ignorer, il faut corrompre 5 ou 6 personnes. Comment commencer sa vie comme ça, en voyant papa, maman? Bien sûr, c'est même l'enfant qui doit remettre des petites enveloppes rouges à la maîtresse le premier cours de l'année, quoi. Vous comprenez, c'est terrible, c'est débilitant. Les professeurs qui sont là s'en rendent compte, bien sûr, et les autres aussi, les parents d'élèves aussi, quoi. C'est terrible. Donc c'est plutôt ça qui me paraît embêtant que les conséquences économiques, et bon, voilà, quoi. Dernière question. Est-ce que par certains aspects, nous, le peuple français, ressemblons au peuple chinois et inversement? La réponse est oui. Oui, oui. Par nos défauts, par nos qualités, et aussi par l'histoire que nous avons eue. Nous présentons le même mélange de désordre, de capacité de désordre et de capacité d'invention. Eux, ils ont inventé dans le temps, il va falloir qu'ils s'y remettent. Mais on est un peu les uns et les autres. Il y a ici, dans la salle, ce soir de match de foot, je vais utiliser une comparaison pour le foot. Les Français, dans le temps, ils savaient jouer du temps de Platini, ils jouaient trop dans la dentelle. On a été capable de jouer le béton et on a gagné la Coupe du Monde avec une défense en fer. Eh bien, les Chinois, ils sont tantôt l'un, tantôt l'autre. Et je dirais qu'au total, l'histoire également est assez comparable. Ils ont eu une révolution. Cette révolution, comme la nôtre en 89, a mis en place une nouvelle couche sociale. Et cette nouvelle couche sociale, maintenant, eh bien, on va dire qu'elle sert son pays, elle sert l'économie et elle se sert elle-même. Merci d'avoir mis vos fantastiques connaissances à notre niveau. Merci beaucoup, Jean-Luc Domenech. Merci.